Maman a dit, elle a gagné. Et un peu de dignité et disparaît. Alors, c'est ce que j'ai fait. Une semaine plus tard, l'avocat de ma grand-mère m'a remis une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une seule photo. Au dos, elle avait écrit « Ne les arrête pas, laisse-les emménager d'abord ». J'ai souri, pour la première fois depuis que j'avais tout perdu. Je m'appelle Samantha. J'ai 36 ans. Si votre poitrine se serre déjà, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. Cela aide cette histoire à atteindre les personnes qui ont besoin de l'entendre ce soir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je lis chacun d'entre eux. Mais pour comprendre ce qu'il y avait dans ce tiroir, il faut d'abord comprendre la cuisine de ma mère. Il y a 30 ans, ma mère dirigeait cette cuisine comme certains dirigent de petits pays. Il y avait un agenda sur le comptoir, à couverture bleue, aux coins assouplis par l'usage, et tout ce qui arrivait à notre famille se passait d'abord dans cet agenda. Les rendez-vous chez le dentiste, les plans de paiement, quelle fille obtenait quelle opportunité. Au moment où l'un d'entre nous entendait parler d'une décision, elle avait déjà été prise, datée et soulignée. J'avais 12 ans la première fois que j'ai compris ma place là-dedans. Il y avait un cours de pâtisserie le samedi au centre communautaire ce printemps-là. Pâtisserie avancée, 8 semaines, avec un vrai instructeur d'un restaurant de la ville. Je l'avais entouré dans le journal et j'avais répété mon discours devant le miroir de la salle de bain. Je me souviens que ma mère m'avait écouté avec ce visage patient qu'elle utilisait pour les bulletins météo. Sois réaliste, Samantha, a-t-elle dit. Les leçons coûtent de l'argent, et ta sœur a un vrai potentiel. Heather avait 8 ans. Son potentiel cette année-là était la gymnastique. L'année d'après, c'était le piano. L'année suivante, un tuteur en mathématiques. Je veux être juste ici. Ma mère ne hurlait pas. Elle ne frappait pas. Elle aurait été insultée par une telle suggestion. Ce qu'elle faisait était plus silencieux que cela. Elle décidait du sens des choses. Elle décidait de qui nous étions. Et une fois qu'elle avait décidé, toute la maison s'organisait autour de sa version, de la même manière que les meubles s'organisent autour d'un téléviseur. Heather était l'investissement. J'étais l'aide. Tels étaient les rôles, et la cuisine les faisait respecter. Ma grand-mère se tenait souvent dans l'embrasure de cette cuisine. Grand-mère Evelyne, la mère de ma mère. Elle passait les week-ends, buvait son café debout et regardait ma mère se déplacer dans la pièce, son agenda à la main. Elle argumentait rarement. Elle regardait, tout simplement. De la même façon qu'on regarde un temps qu'on ne peut pas changer, mais qu'on a l'intention de garder en mémoire. Elle observait toujours. Il m'a fallu 30 ans pour apprendre ce qu'elle avait fait de ce qu'elle avait vu. Quand j'avais 16 ans, j'ai décroché mon premier emploi dans une petite boulangerie de la ville qui n'existe plus aujourd'hui. 4 $ et des poussières de plus que le salaire minimum, des quarts de travail le week-end, de la farine dans les cheveux. J'adorais cela d'une manière que je ne savais pas exprimer à l'époque, et j'ai économisé. À la fin de cette année-là, j'avais 1 900 $ sur un compte d'épargne sur livret, ce qui, en 2005 dans notre ville, représentait une voiture d'occasion à mon nom. Je n'ai jamais acheté la voiture. Heather a eu besoin d'un appareil dentaire cette année-là. Puis elle a intégré l'équipe de Pom Pom Girls qui voyageait pour les championnats nationaux, et les frais sont tombés d'un coup. Je suis rentré chez moi un après-midi et j'ai trouvé un mot sur ma commode, sur le papier à lettres crème de ma mère, de son écriture soignée d'administratrice, « Nous te rembourserons, maman ». C'était tout le mot. Le compte était vide le vendredi. Mon père n'a jamais dit un mot à ce sujet. Ni à elle, ni à moi. Il s'est juste montré plus silencieux pendant une semaine, comme il le faisait toujours, comme si le silence était une pièce dans laquelle il pouvait entrer et fermer la porte. Je ne me suis pas battu. Combattre ma mère signifiait combattre le sens des choses, et c'était elle qui possédait les significations. À la place, j'ai apporté le livret vide et le mot à l'autre bout de la ville, dans le chalet de ma grand-mère, parce que je ne les voulais plus dans ma chambre. Grand-mère a lu le mot une fois. Quelque chose a traversé son visage puis l'a quitté, de la même manière qu'un nuage traverse un champ. Donne-le-moi, ma chérie, a-t-elle dit. Je vais garder cela en sécurité. Je pensais qu'elle parlait de l'objet. J'avais 16 ans. Je pensais à beaucoup de choses. J'ai oublié ce livret d'épargne pendant 21 ans. Ma grand-mère n'a jamais rien oublié. Les dimanches étaient à nous.
Je ne me souviens pas de quand cela avait commencé, seulement que cela ne s'arrêtait jamais. Chaque dimanche après-midi de mon enfance, et la plupart de ceux qui ont suivi, je m'asseyais dans la cuisine de ma grand-mère pendant que des sablés au citron sortaient de son four sur une plaque de cuisson bosselée, et nous parlions ou ne parlions pas, et les deux nous convenaient. Son chalet sentait le citron et l'encaustique. Et dans le coin de sa pièce de devant se dressait le secrétaire en noyer. C'était la seule belle chose qu'elle possédait. Son mari, mon grand-père, le lui avait acheté d'occasion l'année de leur mariage, et elle l'entretenait comme certaines femmes s'occupent d'un jardin, ciré, épousseté. Le bois était d'un brun si profond qu'il semblait éclairé de l'intérieur. Il avait des tiroirs sur le côté droit, et celui du bas était toujours verrouillé. La légende familiale disait que la clé avait été perdue à jamais. À un dîner de Thanksgiving, j'étais adulte à ce moment-là, c'était en 2019, Heather a secoué le tiroir d'un doigt et a demandé ce qu'il y avait dedans, et grand-mère n'a même pas levé les yeux de ses cartes. J'ai perdu cette clé avant ta naissance, a-t-elle dit. Quand nous étions enfants, j'avais posé la question moi aussi. Elle était en train de polir la petite plaque de laiton autour du trou de serrure. Elle était toujours plus brillante que le bois tout autour. Je l'avais remarqué même à ce moment-là. Et elle avait dit quelque chose que j'avais classé comme des paroles de grand-mère, certaines choses s'ouvrent quand le moment est venu. Ma grand-mère ne perdait pas les choses. Elle les plaçait. Je le sais maintenant. À l'époque, ce n'était qu'un tiroir verrouillé dans une maison qui sentait le citron. Et je l'aimais de cette façon naïve dont on aime tout ce qui a toujours été là. J'ai grandi. Je suis resté en ville. Et à 23 ans, je suis entré à la boulangerie Marigold à Chestnut Ridge, à 38 minutes par la route départementale, parce qu'il y avait une pancarte dans la vitrine. June Callaway m'a embauché un mardi et a changé ma vie sans que l'une ou l'autre n'ait besoin de faire de discours. June avait 61 ans lorsque cette histoire s'est produite, et elle possédait la boulangerie Marigold depuis la moitié de sa vie. Elle m'a appris le feuilletage de la bonne manière et comment lire les humeurs d'un four, et elle me laissait écrire le menu sur l'ardoise chaque matin de ma propre main. C'était la seule chose dans ma vie que je pouvais créer du début à la fin, et j'en tirais une fierté démesurée. À la table de ma famille, mon travail était une plaisanterie. Heather travaille dans la vente de produits pharmaceutiques, disait ma mère aux invités, sa voix ajoutant un peu d'éclat à ses mots. Puis elle faisait un geste vague de la main vers moi, Samantha fait de délicieux muffins. Tout le monde souriait. Je souriais. C'est ce que fait l'aide. J'ai rencontré Jason en 2015. Son entreprise fournissait le bois lorsque June a rénové le devant de la boutique, et y trouvait toujours des raisons de revenir une fois le travail terminé. Il était à l'aise dans une pièce, doué pour retenir les noms, prompt à rire. Il aimait le fait que je sois calme. Il le disait comme un compliment, et pendant longtemps, cela en a été un. Nous nous sommes mariés en septembre 2017. J'avais 27 ans. J'ai parcouru l'album de mariage plus de fois que je ne veux l'admettre, et je m'arrête toujours sur une photo. C'est un cliché pris sur le vif pendant la réception. Ma mère se penche vers la mère de Jason, Paula, murmurant quelque chose derrière sa main, toutes deux souriantes. Et 2 sièges plus loin, ma grand-mère les regarde. Elle ne sourit pas. Sur toutes les autres photos de ce jour-là, elle sourit. Sur celle-ci, son visage s'est figé de la même manière que dans l'embrasure de la cuisine toutes ces années auparavant. Un temps qu'elle ne pouvait pas changer, mais qu'elle avait l'intention de garder en mémoire. Je n'ai jamais demandé ce que ma mère avait dit à Paula ce soir-là. Je ne savais pas qu'il y avait une question à poser. 8 ans plus tard, mon mari citerait ma mère sans le savoir. Mais avant qu'il ne le fasse, je devais vous montrer le printemps dont personne dans ma famille ne parle jamais. Le printemps de 2008. Le printemps où j'ai arrêté de regarder la boîte aux lettres. En terminale, j'avais une enseignante qui me voyait vraiment. Madame Hutchkin enseignait les arts culinaires dans une classe qui sentait le sucre brûlé. Un après-midi d'octobre, elle s'est tenue au-dessus de mon plan de travail, a cassé un morceau de la tarte que j'avais préparée, l'a mâché lentement et a dit « Qui t'a appris ça ?» Ma grand-mère, ai-je répondu. Eh bien, a-t-elle dit, quelqu'un devrait terminer le travail. C'est elle qui m'a parlé de Lakeview, l'Institut culinaire Lakeview dans le Vermont, qui proposait un programme de pâtisserie. Des gens traversaient le pays pour obtenir des bourses d'études au mérite destinées aux étudiants qui prouvaient leur valeur. Elle gardait une brochure dans le tiroir de son bureau et je la lui ai empruntée si souvent qu'elle a fini par me dire de la garder. Je peux encore voir l'emblème sur cette brochure.
Un phare à l'intérieur d'une couronne de laurier estampée dans le coin de chaque page. Je l'ai contemplé tout l'hiver de mes 17 ans. Je l'ai mémorisé comme on mémorise un visage qu'on espère revoir. J'ai postulé en secret, non pas parce que quelqu'un me l'interdisait, mais parce que je savais déjà ce que ma mère dirait, et je voulais avoir la réponse en main avant qu'elle ne puisse parler. Madame Hutchkin a écrit ma lettre de recommandation. J'ai payé les frais d'inscription avec ma propre paye. J'ai préparé mon échantillon de soumission 2 fois parce que le premier n'était pas assez bon. Et j'ai posté l'enveloppe moi-même un mardi de janvier. Puis le printemps est arrivé, et je vérifiais la boîte aux lettres chaque jour. Notre boîte aux lettres se dressait au bout de l'allée avec un petit drapeau rouge sur le côté. Je marchais jusqu'à elle chaque après-midi et, chaque après-midi, il n'y avait rien qui portait le phare. En avril, en mai, je refermais la boîte et remontais l'allée, et chaque jour, le trajet de retour semblait un peu plus long. Ma mère m'a trouvé sur les marches du porche un de ces après-midi. Elle s'est assise à côté de moi, ce qu'elle ne faisait presque jamais, et m'a tapoté le genou. « Sois réaliste, ma chérie », a-t-elle dit, aussi douce que possible. Tout le monde n'est pas fait pour partir au loin. En juin, j'ai arrêté de regarder. J'ai dit à Madame Hutchkin que je n'avais pas été reçu. Elle a froncé les sourcils, un long froncement de sourcils, et a dit, « Pas même une lettre ?» Et j'ai dit, « Non, pas même une lettre. » Et quelque chose en moi s'est refermé comme un tiroir. Pendant 18 ans, j'ai cru que la boîte aux lettres disait la vérité. Je me suis inscrite à l'université communautaire à 20 minutes de chez nous parce que c'était pratique, et ma mère approuvait ce qui était pratique. Et l'année suivante, en 2009, quelque chose d'étrange s'est produit un dimanche. Nous étions dans sa cuisine, les sablés sur la plaque de cuisson, et d'un coup, doucement, sans me regarder, elle a dit, « Tu devrais interroger ta mère sur l'école de cuisine. » J'ai ri. J'ai vraiment ri. « Quelle école de cuisine ?» Demande-lui, a dit grand-mère. Alors, je l'ai fait. Ce soir-là, à la table de la cuisine de mes parents, j'ai demandé à ma mère ce que grand-mère voulait dire par là, et j'ai vu le visage de ma mère faire quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il est devenu livide, puis s'est adouci, puis apparu blessé en l'espace d'environ 3 secondes, comme un projecteur de scène changeant de couleur. La tasse de thé dans sa main s'est mise à trembler, juste assez pour que tout le monde à la table puisse le voir. Après tout ce que je fais pour cette famille, a-t-elle dit, sa voix se brisant exactement au bon moment, ma propre mère invente des histoires sur moi. Mon père a posé la main sur son épaule. Heather, à 15 ans et toujours loyal, m'a lancé un regard noir comme si j'avais jeté quelque chose. Et en une semaine, la famille a adopté un nouveau fait, inscrit dans l'agenda du monde, grand-mère commençait à perdre la tête. C'était triste. Cela arrivait à son âge. Mieux valait ne pas la contrarier et ne pas prendre trop au sérieux ce qu'elle disait. Grand-mère n'en a plus jamais parlé. Pas une seule fois en 17 ans. Je pensais qu'elle avait oublié. Elle prenait des notes. Les années suivantes sont faciles à raconter parce qu'elle ne racontait jamais qu'une seule histoire. En 2011, Heather a obtenu une bourse universitaire partielle au mérite pour l'université d'État. C'était réel et très bien pour elle, je le pense sincèrement. Mais ma mère l'a gonflé jusqu'à ce qu'elle remplisse tout le ciel. Une fille boursière dans la famille, disait-elle aux voisins en riant. Nous ne pouvons pas tous avoir de la chance. Le réfrigérateur de mes parents est devenu un musée à une seule aile, la lettre d'inscription sur la liste d'honneur de Heather, sa photo de confrérie étudiante, son offre d'emploi encadrée de la compagnie pharmaceutique. Il n'y avait rien de moi sur ce réfrigérateur. Pas même l'article de journal lorsque la boulangerie Marigold avait remporté le prix de la meilleure boulangerie du comté. Rien. J'ai arrêté d'y prêter attention, ce qui est une forme de blessure en soi. On finit par ne plus remarquer l'eau dans laquelle on se noie. Heather s'est mariée en 2019, avec un garçon d'honneur d'un autre mariage, et a divorcé au début de l'année 2024. Ma mère a expliqué le divorce comme elle expliquait tout ce qui concernait Heather, comme une forme d'ambition. Elle connaît sa valeur, disait-elle. Elle ne se contentera pas de peu. Et en juin 2025, Heather est revenue à la maison. Elle avait besoin d'un endroit où se poser. Ma mère a dit que ce ne serait que quelques semaines, le temps que le divorce soit prononcé et qu'elle trouve son propre appartement. Et curieusement, l'endroit pour se poser n'était pas la maison de mes parents avec ses 2 chambres vides. C'était ma chambre d'amis.
La famille est de la famille, a dit ma mère au téléphone de cette voix qui mettait fin à toute discussion. C'est pour 3 semaines, Samantha. Ne sois pas territorial quand il s'agit de la famille. 3 semaines sont devenues 3 mois. Je veux être prudente ici car, de l'extérieur, cela ne ressemblait à rien. Heather était agréable. Elle faisait sa vaisselle, la plupart du temps. Elle et Jason partageaient le même sens de l'humour, un humour que je n'avais jamais pleinement partagé. Et la maison était pleine de rire cet été-là. Et quel genre de femme se maintient à dire que sa maison est pleine de rire? Mais je travaillais le samedi. J'avais toujours travaillé le samedi, la plus grosse journée de la boulangerie. Et j'ai commencé à rentrer dans une maison qui avait sa propre atmosphère. 2 tasses à café dans l'évier. Des meubles très légèrement déplacés. Des blagues privées. Je me retrouvais au milieu de ma cuisine qui sentait la cuisine de quelqu'un d'autre. Et mon mari semblait illuminé d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et je me disais ce qu'on se dit toujours, c'est bien pour lui. De la compagnie, de la famille. Heather a trouvé son propre appartement en septembre, mais quelque chose d'elle est resté. Je n'aurais pas pu dire quoi exactement. C'était la partie exaspérante. Jason s'est inscrit à une salle de sport, ce que font les hommes. Son téléphone a commencé à rester face contre table sur le comptoir, ce que font les téléphones. Il travaillait tard certains mardis. Et une fois, en octobre, en m'attachant sur le siège passager de son camion, j'ai senti un parfum sur la ceinture de sécurité. Pas le mien. Doux, cher, familier d'une manière que je refusais d'identifier. C'est le parfum de Heather, a dit Jason, aussi fluide que de l'eau claire, quand je l'ai mentionné. Elle a emprunté le camion, tu te souviens. Je ne m'en souvenais pas. Mais voici ce que 30 ans d'entraînement font à une personne. J'ai entendu la voix de ma propre mère dans ma propre tête, dans mon propre crâne, là où j'aurais dû être à l'abri d'elle, disant, sois réaliste, Samantha. Tu as toujours été dramatique. Et j'ai choisi la version du monde où j'étais le problème, parce que je la choisissais depuis l'âge de 12 ans, et elle m'allait comme un vieux manteau usé. Je ne vous raconte pas cela pour que vous vous apitoyiez sur mon sort. Je vous le dis pour que vous compreniez que le mensonge n'a pas commencé avec Jason. Jason s'est installé dans un mensonge qui était déjà meublé. En ce mois de décembre, ma grand-mère était mourante, et tout le monde le savait, mais personne ne le disait. Une insuffisance cardiaque congestive, son 3e hiver avec cette maladie. Elle avait vendu son chalet en 2021 et s'était installée dans un petit appartement à Fairview, la résidence pour seniors à l'autre bout de la ville. Et le seul meuble qu'elle avait refusé de laisser derrière elle était le bureau en noyer. Il trônait près de sa fenêtre, trop grand pour la pièce, et elle ne voulait pas entendre un mot sur un éventuel déménagement de l'objet. Le dernier dimanche où je l'ai vue, c'était le 21 décembre. J'avais apporté des sablés au citron préparés d'après sa recette, elle en a mangé un morceau très lentement et m'a dit que le citron était parfait. Elle était toute petite dans son fauteuil à ce moment-là, mais ses yeux étaient les mêmes que dans l'embrasure de la cuisine, il ne manquait rien. Avant que je ne parte, elle a pris ma main et y a pressé son trousseau de clés. Le trousseau complet. Des clés de maison où elle ne vivait plus, une clé de voiture qu'elle ne conduisait plus, et une petite clé en laiton que je n'avais jamais regardée de près. Garde-les pour moi, a-t-elle dit. C'est la petite qui importe le plus. Je pensais qu'elle parlait de sa boîte à bijoux. Je lui ai dit que je les garderais en sécurité, et elle a souri à ce mot, sécurité, comme s'il s'agissait d'un vieil ami à elle. Puis elle a pris des nouvelles de Jason, posant la question simplement, comme elle demandait tout. Et je m'entendis dire, nous allons bien, grand-mère. Tout va bien. Elle m'a regardé longuement, non sans gentillesse, de ce regard qu'on lance à un mauvais bluff venant de quelqu'un qu'on aime. Tu n'as jamais su me mentir, ma chérie, a-t-elle dit. Cela a toujours été ta meilleure qualité. 16 jours plus tard, elle n'était plus là. Elle s'est éteinte dans son sommeil le 6 janvier, à l'âge de 89 ans, les cheveux coiffés et ses affaires, comme je l'apprendrai, dans un ordre dévastateur. Les funérailles ont eu lieu ce samedi-là. Je ne me souviens pas de la majeure partie. Le deuil est un mauvais appareil photo, mais je me souviens de 3 choses, et j'ai eu des raisons d'analyser la pellicule de chacune d'elles depuis lors. Je me souviens de Heather pleurant le plus fort, au premier rang, les épaules secouées par les sanglots, assez fort pour que les gens se retournent. Elle était comme une mère pour moi, a-t-elle dit à la réception plus d'une fois, à plusieurs personnes.
Ma sœur avait rendu visite à notre grand-mère peut-être 4 fois en 10 ans. Mais le deuil dans ma famille fonctionnait comme tout le reste, il revenait à qui le réclamait en premier le plus fort. Je me souviens d'un homme grand aux cheveux gris que je ne connaissais pas, debout près du livre d'or dans un beau costume sombre. À un moment donné, à travers la pièce bondée, ses yeux ont trouvé les miens et il a hoché la tête. Juste une fois, un petit signe de tête délibéré, comme un homme qui confirme un rendez-vous. J'ai hoché la tête en retour, confuse, et je l'ai oublié près de la cafetière. Et je me souviens de la main de Jason. Nous nous étions mis dans la file d'attente à la réception et Heather lui a dit quelque chose de trop bas pour que je l'entende. Et il a posé la main sur son dos, tout en bas de son dos, 2 pouces plus bas que là où s'arrête le réconfort. Je l'ai vu. Une partie animale en moi l'a vu et a compris. Et puis le reste de moi, la partie entraînée, la partie fille dévouée, a pris cette information comme un plat trop chaud et l'a déposée quelque part dans l'obscurité. Parce que ma grand-mère était dans une boîte à l'avant de la pièce et que je ne pouvais pas me permettre de savoir une chose insupportable de plus ce jour-là. Le deuil vous rend aveugle. Le mien leur a acheté un mois de plus. 2 semaines plus tard, ma maman a vidé l'appartement de ma grand-mère en un seul week-end. J'ai proposé mon aide, mais j'ai été écarté à la place. Ma mère se déplaçait dans ses petites pièces avec des notes adhésives et des sacs poubelles, décidant, triant, attribuant, et pendant tout ce temps, elle parlait d'être pratique. Les meubles allaient ici. La vaisselle allait là. Les vêtements allaient à l'église. Le bureau allait dans le garage de mes parents. En attendant que ce soit décidé, a dit ma mère. Je l'ai réclamé. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de ma grand-mère et j'ai demandé une chose à haute voix, devant mon père, le bureau et les albums photos. J'ai senti ma propre voix trembler et je l'ai détesté. Ma mère n'a même pas interrompu son tri. Sois réaliste, Samantha, a-t-elle dit. Où est-ce que tu le mettrais seulement? J'ai récupéré un carton d'ustensiles de cuisine, des plaques de cuisson, y compris celles qui étaient bosselées, son rouleau à pâtisserie et sa boîte à recettes en métal. Je me tenais dans un coin en serrant cette boîte comme une réfugiée pendant que ma mère scotchait le reste de la vie de ma grand-mère. Avant que la boîte à bijoux ne disparaisse dans la voiture, j'ai fait une petite chose étrange. Je ne sais toujours pas tout à fait pourquoi. J'ai sorti le trousseau de clés qu'elle m'avait donné, j'ai trouvé la petite clé en laiton et j'ai essayé de l'insérer dans la serrure de la boîte à bijoux pendant que personne ne regardait. Elle n'est pas entrée. Un petit clic sec et sans suite, la mauvaise clé. Je suis resté là une seconde, me sentant idiote. Puis j'ai drapé mon deuil autour de moi, je suis rentré à la maison, et je n'ai plus pensé à cette clé pendant 6 semaines. 10 jours plus tard, mon mari a terminé ce que ma mère avait commencé. C'était le 2 février, un lundi. Je rentrais du service du matin et Jason était assis à la table de la cuisine, les 2 mains serrées autour d'un café. Il ne buvait pas et j'ai su avant même qu'il ne dise un mot. De la même façon qu'on presse une tempête à la couleur de la lumière, il s'était préparé. C'était le pire là-dedans. Il avait visiblement répété, peut-être dans son camion, peut-être avec elle, et sa voix avait la régularité fluide et désolée d'un homme lisant une déclaration. Heather et lui ne l'avaient pas planifié. C'était simplement arrivé. Ils allaient être ensemble. Il espérait que, un jour, je pourrais. J'ai arrêté d'entendre les mots individuels pendant un moment, puis, vers la fin, sa voix est revenue au premier plan pour une phrase. « Sois réaliste, a dit mon mari. Tu as toujours su que nous n'étions pas assortis. Sois réaliste. » 8 ans de mariage et, à la fin, il me remettait les mots de ma mère avec la même cadence, et je ne pense pas qu'il avait la moindre idée de qui il venait. C'est le moment où quelque chose en moi est devenu très silencieux. Pas un silence brisé, mais un silence attentif, car pendant une seconde étrange et légère, je n'écoutais pas mon mari me quitter. J'écoutais la voix de ma mère sortir de la bouche d'une autre personne et je me demandais, pour la première fois de ma vie, depuis combien de temps elle s'exprimait à travers les autres. J'ai regardé derrière lui vers les patères de l'entrée. Son manteau d'hiver avait déjà disparu. Il l'avait déménagé avant de me parler. Quoi qu'il en soit, mon mari s'était préparé pour cette conversation. Il est parti ce soir-là et j'ai fait ce qu'on m'avait entraîné à faire depuis l'enfance quand je saignais, j'ai appelé ma mère. Ce fut ma 2e erreur de la journée. Elle m'a écouté pendant moins d'1 minute. Puis elle a soupiré. Ce soupir que j'entendais depuis 30 ans.
Celui qui signifiait que je rendais les choses difficiles par le simple fait que des événements m'arrivaient. Qu'est-ce que tu as fait pour le pousser à bout, a-t-elle dit. J'aimerais vous dire que j'ai raccroché. Je ne l'ai pas fait. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, le téléphone contre l'oreille, et je l'ai laissé m'expliquer que les hommes ne partent pas comme ça, que j'étais distante depuis des années. Quelque part là-dedans, elle a prononcé le mot « dramatique ». Quelque part là-dedans, de manière incroyable, elle a dit que Heather traversait elle aussi une période difficile. En l'espace d'une semaine, mes parents ont invité Jason et Heather à dîner. Je le sais parce que Heather a publié une photo du rôti de bœuf de ma mère. Gardez la famille unie, a dit ma mère au téléphone quand je l'ai interrogée. Quelqu'un devait se comporter en adulte, a-t-elle ajouté. Elle a dit que puisque j'étais déterminée à faire de toute une guerre, la paperasse, quand elle est arrivée, était presque insultante de simplicité. La maison appartenait à Jason avant le mariage. Il l'avait achetée en 2016, l'année précédant notre union, et mon nom n'y avait jamais figuré. 8 ans de mon salaire étaient passés dans les courses, les factures d'électricité, la peinture et le bon canapé, et rien de tout cela ne laisse de traces écrites exploitables. Notre compte d'épargne commun contenait un peu plus de 18 000 $. En janvier, alors que je me noyais dans les plats préparés par les voisins et les cartes de condoléances, 15 500 $ avaient discrètement migré vers son compte personnel. Pour la toiture, avait-il dit à l'époque, le fonds de réserve pour le toit. Il a demandé un divorce sans faute le 6 février. 60 jours, disaient les papiers. J'ai signé tout ce qu'ils m'ont envoyé. Les gens demandent pourquoi les femmes ne se battent pas, et je peux seulement vous répondre que se battre exige de croire qu'on mérite de gagner. Et ce muscle particulier m'avait été retiré depuis longtemps, avec beaucoup de patience, par des personnes qui disaient m'aimer. Puis est arrivé le 20 février. Cet après-midi-là, j'ai appris cela de ma cousine Mélissa. Plus tard, les cartons de Heather sont allés dans la chambre principale, ma chambre. Je dormais toujours au bout du couloir dans la chambre d'amis, en attendant de trouver un appartement, et les cartons de ma sœur sont passés devant ma porte pendant que j'étais au travail. Ce soir-là, ma mère a organisé un dîner de famille pour « discuter comme des adultes », disait l'invitation. Nous étions assis autour de la table de mes parents. Ma mère avait préparé un rôti, et je l'ai regardé prendre la bouteille de vin et remplir le verre de Jason en premier, avant celui de mon père, avant celui de quiconque. Et j'ai compris, en voyant le vin couler, qu'un nouvel ordre de succession avait déjà été établi dans cette famille, et que j'assistais à son premier dîner officiel. Je ne me souviens pas de ce que j'ai demandé. Quelque chose de dérisoire, du temps, peut-être. Une décence élémentaire, probablement. Je me souviens que ma mère a posé sa fourchette, s'est tamponnée la bouche et m'a regardé depuis le bout de la table avec une expression que je ne peux qualifier que d'administrative. Elle a gagné, a dit ma mère. Tu es la laissée pour compte. Et un peu de dignité et disparaît avant de nous embarrasser davantage. Mon père a hoché la tête. Puis il a baissé les yeux vers son assiette et l'a étudiée comme s'il y avait quelque chose d'écrit. Ma sœur a souri, un sourire bref et rapidement dissimulé. Mais je l'ai vue. Elle souriait comme on souriait devant un panneau d'affichage des scores. Personne à cette table ne l'a contredite. Pas une seule personne. Et il s'est produit en moi quelque chose dans ce silence pour lequel je n'avais pas encore de nom. La douleur était là, un océan de douleur. Mais flottant au-dessus de cet océan se trouvait un calme plat et étrange. Et de ce calme est née une pensée, arrivant tout entière comme si elle m'attendait. D'accord, ai-je pensé. Alors vous ne me verrez jamais venir. Je ne savais pas encore ce que je voulais dire par là. Il n'y avait pas de plan. Il n'y avait rien avec quoi planifier. C'était simplement le son qu'une personne produit en elle-même quand elle arrête enfin, de s'expliquer devant le jury qui l'a condamnée à la naissance. Alors, j'ai fait exactement ce que ma mère demandait, mais pas de la manière dont elle l'entendait. Cette semaine-là, mon père a aidé Jason à transporter mes cartons hors de la maison. Mon propre père transportant ma vie jusqu'à ma voiture dans des cartons de déménagement, sans croiser mon regard. À la fin, il m'a glissé une enveloppe dans la main. 5 cents en billets de vin. C'est de la part de ta mère et de moi, a-t-il dit à l'adresse de ma clavicule, pour t'installer. 5 cents. L'indemnité de départ pour 36 ans de vie. June Callaway n'a pas posé une seule question. Elle a simplement entendu ma voix au téléphone et a dit que le studio au-dessus de la boulangerie était vide,
que les escaliers grimaçaient mais que le radiateur fonctionnait, et que je pourrais la payer quand je le pourrais. Le dernier jour de février, j'ai bloqué 6 numéros de téléphone, ma mère, mon père, ma sœur, Jason et 2 tantes du côté de ma mère qui lui servaient d'antenne locale. J'ai retiré de mon trousseau la clé de la maison qui n'avait jamais été la mienne et je l'ai posée sur la table de l'entrée, sur ce bois que j'avais poli pendant 8 ans. Pas de mots. Ma mère aurait pu broder toute une histoire autour d'un mot. Je ne lui ai pas laissé un seul terme à exploiter. Puis j'ai conduit 38 minutes vers le nord jusqu'à Chestnut Ridge, avec tout ce que je possédais dans ma voiture à Ion, et j'ai disparu. Pendant une semaine, je n'ai été personne. Puis un inconnu a frappé à la vitre à 4 heures du matin, me demandant par mon nom. Le deuil à ses horaires et le mien fonctionnaient au rythme des fours. Le studio au-dessus de la boulangerie Marigold avait un plafond mansardé et un radiateur qui claquait comme un homme donnant des coups dans un tuyau, et j'étais reconnaissante pour tout cela, car c'était à moi et personne n'y avait jamais menti. Je dormais mal, je me levais à 3h30, je descendais dans l'obscurité, je nourrissais le levain, je pesais la pâte et j'effectuais les mêmes 11 tâches dans le même ordre chaque matin, car ces 11 tâches se moquaient éperdument de ce qui m'était arrivé. June a dit exactement une chose sur ma situation cette première semaine. Elle m'a regardé plier de la pâte feuilletée avec plus de force que le feuilletage n'en requiert et a dit, « La pâte s'en fiche de ce qui t'est arrivé. C'est ça qui est bien avec la pâte. » Puis elle est retournée à ses comptes. J'aurais pu l'embrasser. Le minuteur de pouce sonnait toutes les 45 minutes toute la matinée. Chaque matin. 7 jours après avoir laissé ma clé sur la table de l'entrée, le samedi 7 mars, à 4 heures du matin, quelqu'un a frappé à la vitrine de la boulangerie. Personne ne frappe à la vitre d'une boulangerie sombre à 4 heures du matin. Je suis sorti de la pièce du fond, de la farine jusqu'au coude, le cœur battant. Et à travers la vitrine, j'ai vu un homme grand aux cheveux gris, vêtu d'un beau manteau sombre, debout sous le lampadaire avec une sacoche en cuir, aussi patient qu'un réverbère. J'ai reconnu son visage avant de me rappeler d'où. Les funérailles, le livre d'or, le simple hochement de tête. J'ai d'abord ouvert la porte en laissant la chaîne de sécurité. Il s'est présenté à travers l'entrebâillement, Alan Whitfield, avocat. Il avait été l'avocat de ma grand-mère pendant 16 ans. Je m'excuse pour l'heure, a-t-il dit une fois que je l'ai laissé entrer et qu'il a observé la pièce, les grilles de refroidissement, la farine suspendue dans la lumière. Mais je suis des instructions. Votre grand-mère les a mises à jour en novembre. Elle était plus lucide que quiconque, et ce jusqu'à la toute fin. Il a posé sa sacoche sur mon comptoir et en a sorti une enveloppe Kraft scellée portant mon nom de l'écriture de ma grand-mère, ainsi qu'une unique page de ses propres notes. Parce qu'il voulait, a-t-il précisé, être d'une précision absolue dans ses termes. Elle sera là où se trouve le pain, a-t-il lu. Elle y sera avant le soleil. Frappé à la vitre. J'ai dû poser main à plat sur le comptoir. Elle savait non seulement où je m'enfuirais, à quelle heure je serais debout devant un plan de travail, à quelle porte venir, que l'entrée serait verrouillée et que j'entendrais frapper malgré le bruit du batteur. Ma grand-mère avait rédigé l'itinéraire menant au centre exact de ma ruine, des mois avant que celle-ci ne se produise, et l'avait remis à un avocat avec l'instruction d'attendre. Attendre quoi, ai-je demandé. Whitfield a eu l'air presque désolé. Que vous partiez, a-t-il répondu. Sa consigne était, une semaine après que Samantha les aura tous fuis, trouvez-la et donnez-lui ceci, pas avant. Elle a dit, je saurai quand cela arrivera. Elle a dit, sa mère s'assurera que tout le monde en entende parler. Il a fait glisser l'enveloppe sur le comptoir poussiéreux de farine, et la farine a dessiné une fine silhouette blanche autour de ses bords. J'ignore ce qu'il y a dedans, a-t-il dit. Ce ne sont pas mes affaires. Elle a dit que vous comprendriez. Et si vous ne comprenez pas tout de suite, a-t-il ajouté en consultant de nouveau sa page avec un léger tressaillement au coin des lèvres, donnez-lui une semaine et un dimanche. J'ai brisé le seau avec un coup-patte. Mes mains n'étaient pas stables. À l'intérieur se trouvait une unique photographie. Pas de lettres, pas de documents. Une vieille photo couleur avec une bordure blanche, du genre de celle qu'on imprimait à la pharmacie du coin. Ma grand-mère, des décennies plus jeune, les cheveux encore plus bruns que gris, assise à son bureau ennoyé dans la pièce de devant de son chalet. La lumière du soleil venant de la gauche, sa main droite posée sur une petite clé, et la petite clé engagée dans la serrure du tiroir inférieur droit. Et sur le sous-main à côté de sa main, alignée avec le bord comme si elle y avait placé exprès, une enveloppe commerciale.
La photographie était ancienne et l'enveloppe était petite, mais l'emblème dans le coin était assez net, un phare à l'intérieur d'une couronne de laurier. Le sol du monde a basculé très lentement, d'environ de 5 degrés, et s'est arrêté là. Je connaissais cet emblème. Je l'avais mémorisé à 17 ans sur une brochure empruntée, durant tout un hiver de désir. Il n'y avait qu'une seule façon pour que ma grand-mère ait une lettre portant cet emblème sur son bureau, quelqu'un, à un moment donné, l'avait reçu. J'ai retourné la photographie. Au dos, dans le coin supérieur, de sa petite écriture droite, juin 2008. Et sous la date, dans une encre qui semblait plus récente, 6 mots, ne les arrête pas, laisse-les s'installer d'abord. Juin 2008. Le mois où j'avais arrêté de vérifier la boîte aux lettres. Le mois où j'avais dit à Madame Hutchkin qu'il n'y avait même pas eu de lettre. Et voici le détail qui m'a terrassé, j'ai reconnu la photographie elle-même, pas seulement le bureau. L'image, parce que c'est moi qui l'avais prise. Juin 2008, quelques jours après ma remise des diplômes, avec l'appareil photo jetable jaune que ma tante m'avait offert en cadeau. Je me souvenais m'être tenu dans la pièce de devant de ma grand-mère pendant qu'elle était assise à son bureau, et l'avoir appelée pour qu'elle lève les yeux, elle n'avait pas levé les yeux, et j'avais pris la photo quand même. Je n'avais même jamais vu le tirage. Elle avait dû le demander. Elle l'avait conservé pendant 18 ans. J'avais photographié tout le secret à 18 ans sans savoir qu'il y avait un secret. Et ma grand-mère avait regardé cette photo au cours de ces derniers mois et avait compris qu'il s'agissait d'une carte, et qu'il n'existait qu'une seule personne vivante capable de la lire. Puis j'ai fait ce qui m'a révélé qui j'allais être face à tout cela. Je n'ai pas pleuré. Je pleurais plus tard, beaucoup. Mais debout devant ce comptoir, la photo entre mes mains enfarinées, ce que j'ai ressenti n'était ni de la tristesse ni de la rage. C'était la sensation d'une clé tournant dans ma poitrine. Un tour propre, et toute ma vie basculant dans une autre position. J'ai souri. Whitfield l'a vu. Et à son crédit, il n'a pas posé de questions. Parce que quelqu'un avait tout vu. La cuisine, l'agenda, le livret d'épargne, la boîte aux lettres, toute cette machine silencieuse vieille de 30 ans. Quelqu'un l'avait regardé me passer dessus et n'avait jamais cru une seule seconde à l'histoire qu'elle imprimait. Et elle était partie depuis 2 mois, et elle me tenait encore la main. Après le départ de Whitfield, j'ai posé le trousseau de clés à côté de la photographie. La petite clé en laiton et la petite plaque de laiton autour du trou de serrure sur la photo, celle qui était toujours polie plus brillante que le bois. Les formes correspondaient. Bien sûr qu'elles correspondaient. C'est la petite qui importe le plus. Je me tenais seul dans ma boulangerie à 5 heures du matin, et je ne me suis pas effondré. J'ai pris le crayon posé derrière mon oreille, j'ai tiré un carnet de commandés, sous le logo de la boulangerie Marigold, j'ai écrit 3 lignes. 1. La lettre. 2. Qui a signé? 3. Pourquoi maintenant? Première question d'abord, la lettre a-t-elle jamais existé? Et il y avait un seul endroit sur Terre qui le saurait. Il m'a fallu 5 jours pour envoyer un simple email. C'est la partie que personne ne vous dit sur le fait de déterrer sa propre vie. Ce n'est pas l'appel qui est lourde. Ce sont vos propres mains. J'ai rédigé un brouillon de mail au secrétariat de l'Institut culinaire Lakeview le 12 mars, et avant de l'envoyer, je l'ai écrit de 5 manières différentes, et j'ai toujours ces 5 brouillons. Le premier s'excusait de les déranger. Le second expliquait, sans qu'on me le demande, que ce n'était probablement rien. Quelque part entre le 3e et le 4e, j'ai entendu la voix qui faisait les corrections, sois réaliste. Pourquoi garderait-il un dossier sur toi? Pour qui te prends-tu? Ma mère ne m'avait pas parlé depuis 2 semaines. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'était installée en moi il y a des années, et le programme tournait toujours. Le 5e brouillon faisait 4 phrases, mon nom, mon année. J'étais candidate pour l'automne 2008 et je demandais tout dossier existant concernant ma candidature et son résultat. J'ai signé et j'ai cliqué sur envoyer avant que la voix ne puisse se rassembler. Puis je suis descendu préparer le pain. La réponse est arrivée un mercredi, le 18 mars, entre le coup de feu du matin et la pluie. Je me tenais dans la réserve de farine quand mon téléphone a vibré, et j'ai lu l'email debout, et j'ai dû le lire 2 fois. Le bureau du secrétariat avait le plaisir de confirmer mon dossier. On m'avait proposé une admission au programme d'art de la pâtisserie au printemps 2008. On m'avait également attribué la bourse d'études complète au mérite de l'Institut, datée de mai 2008, l'une des 4 décernées cette année-là. Je suis resté immobile.
Une bourse complète. Pendant 18 ans, j'avais porté la version où je n'étais pas assez bonne. Et voici qu'une inconnue dans le Vermont m'informait poliment qu'à 18 ans, j'avais été l'une des 4 meilleures jeunes étudiantes en pâtisserie qu'ils aient pu trouver dans tout le pays. Et puis la phrase suivante a balayé le sol sous la première, nos dossiers indiquent en outre qu'un désistement écrit a été reçu de la candidate en juin 2008, date à laquelle la bourse a été libérée. Un désistement écrit reçu de la candidate. Je ne m'étais jamais désisté de rien. Je n'avais jamais su qu'il y avait quoi que ce soit dont se désister. J'ai lu cette phrase peut-être 10 fois, et chaque fois, le même fait glacial en ressortait, quelque part dans un classeur du Vermont, il y a une lettre, vieille de 18 ans, qui a refusé ma vie. Elle est signée de mon nom, et ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Quelqu'un a répondu à cette lettre à ma place, ce qui signifie que quelqu'un a ouvert mon courrier, a lu mon avenir et s'est assis. S'est assis avec du papier à une table, a écrit à une école en utilisant ma voix, a signé mon nom, l'a scellé et l'a envoyé. J'ai regardé ma liste de 3 lignes et j'ai rayé la première. La lettre était réelle, ce qui laissait la deuxième ligne, avec une question encore plus froide dessous, et une seule personne encore en vie qui aurait pu voir quoi que ce soit. La meilleure amie de ma grand-mère, Judith Palmer, habitait juste à côté de chez mes parents depuis près de 40 ans. Sa fenêtre de cuisine et celle de ma mère se faisaient face à travers une bande de cour latérale durant toute mon enfance. Si le mois de juin 2008 avait laissé un témoin sur cette terre, elle avait 74 ans et continuait, selon le bulletin paroissial, à faire pousser les meilleures tomates de Brookfield. J'y suis allé le dimanche 22 mars, à 38 minutes de route, répétant tout le long du trajet comment je m'expliquerais, et je me suis garé à 2 rues de chez mes parents comme une fugitive, puis j'ai gravi les marches du porche de Judith, le cœur battant dans mes oreilles. Elle a ouvert la porte avant même que je ne finisse de frapper. Elle m'a regardé pendant une longue seconde, et elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit, tu lui ressembles quand elle avait pris une décision. Puis elle a reculé et a grand ouvert la porte comme si j'étais attendu. Il s'est avéré que je l'étais. Ma grand-mère lui avait dit qu'un jour, probablement au printemps, je pourrais monter ces marches et que, si je le faisais, Judith devait préparer le thé et me dire la vérité. Elle a donc fait les deux. Nous nous sommes assises à la table de sa cuisine, et elle a pointé du doigt la fenêtre au-dessus de son évier, à travers la cour latérale, vers la fenêtre de la cuisine de ma mère, assez proche pour compter les torchons de vaisselle. Juin 2008, a dit Judith. Le week-end de ta remise des diplômes. Toute la famille entrait et sortait de cette maison. Evelyne est venue aider ta mère pour la fête et j'avais ma fenêtre ouverte pendant que je faisais ma vaisselle. Ta grand-mère était sortie dans la cour latérale avec un sac de déchets de la fête. Elle a remarqué du beau papier dans la poubelle qui n'avait rien à y faire et l'a repêché. Une lettre froissée une seule fois avec un phare dessus. Et en dessous, une seconde feuille, celle-ci couverte d'écriture. Elle est restée là, juste à côté des poubelles, à les lire, à raconter Judith, peut-être une minute. Puis elle les a pliés très petits, les a glissés dans son tablier et elle est retournée dans cette cuisine où Suzanne était seule, et j'ai tout entendu à travers les 2 fenêtres ouvertes. Aussi clair qu'à la radio. J'ai demandé ce qu'elle avait entendu, et Judith a tenu sa tasse de thé à 2 mains. Evelyne lui a demandé calmement ce qu'était cette lettre, et ta mère n'a même pas arrêté d'essuyer le comptoir, a-t-elle dit. Et la voix de Judith s'est faite plate, récitant, veillant à être exact après 18 ans, elle aurait échoué là-bas. Je lui ai rendu service. Ta grand-mère est restée là un moment, a poursuivi Judith. Puis elle a dit, tu veux récupérer ça, alors? Et Suzanne a répondu, brûle-le si ça t'amuse. Alors Evelyne a dit, d'accord. Et elle l'a emporté chez elle. Judith m'a regardé. Le bureau. Tout en revenait toujours à ce bureau. Et puis Judith m'a parlé de 2009. Et l'histoire que je portais depuis 17 ans s'est retournée pour me montrer son autre visage. Parce que je me souvenais de 2009. Je me souvenais d'avoir 19 ans et de rire. Quelle école de cuisine? Et la tasse de thé de ma mère tremblant à la fréquence exacte. Et le fait familial qui s'était écrit cette semaine-là, grand-mère perd la tête. Voici ce que j'avais ignoré, cette allusion du dimanche, tu devrais interroger ta mère sur l'école de cuisine, n'avait pas été l'égarement d'un esprit vieillissant. C'était une tentative. Et elle avait observé en une seule soirée comment la famille gérait une fuite, la tasse de thé, les larmes, le diagnostic. En l'espace d'un mois, ma mère suggérait gentiment aux proches qu'il ne fallait peut-être plus laisser les filles aller chez grand-mère sans surveillance à son âge, vu comment elle devenait.
Ils n'avaient pas seulement enterré la vérité. Ils avaient failli enterrer le témoin. Elle est venue ici après tout ça, a dit Judith. Et elle s'est assise là où tu es assise, et je ne l'ai jamais vue comme ça, ni avant ni après. Et elle a dit, j'ai dit la vérité dans cette maison une fois, Judith. Elle n'y survivra pas 2 fois. Et puis elle a dit quelque chose que j'ai noté après mon départ, parce que cela ressemblait à ce qu'on doit garder par écrit. Judith est allée vers son buffet et est revenue avec un vieux bulletin paroissial, lisant ce qui était écrit au crayon au dos. Elle a posé le bulletin et a posé sa main chaude et tachetée de vieillesse sur la mienne. Samantha, je veux que tu écoutes cette partie avec tes 2 oreilles. Cette femme n'a jamais cru une seule seconde que tu avais échoué. Pas un seul jour. Pas un seul jour en 18 ans. C'est là que j'ai pleuré. Non pas pour la bourse. Non pas pour Jason. Non pas pour la maison. Ni même pour ma mère. J'ai pleuré parce que j'avais passé 18 ans à avoir discrètement honte devant tous ceux que je connaissais, alors qu'une personne, à chaque table familiale, portait le reçu tout ce temps, attendant une pièce assez solide pour l'ouvrir. Elle les avait regardés la traiter de sénile pour avoir dit la vérité, et elle avait décidé, les yeux ouverts, de les laisser le penser pendant 17 ans pour préserver ses dimanches avec moi. J'ai demandé ce qu'il y avait dans le bureau. Tout, exactement tout, a dit Judith. C'est le mot qu'elle a utilisé, mais ce n'est plus là où tu le penses, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Brookfield est une petite ville. Elle savait déjà où le bureau était parti. 2 jours plus tard, ma cousine Mélissa a appelé. Mélissa est la fille de ma tante Donna, la sœur cadette de mon père, la seule parente qui n'avait jamais complètement vécu sous la gravité de ma mère. Mélissa était restée neutre pendant l'effondrement, et elle était le seul membre de la famille que je n'avais pas bloqué. Tu vas la prendre par quelqu'un, a-t-elle dit. Alors il vaut mieux que ce soit par moi. Tante Suzanne leur a donné les meubles de grand-mère Evelyne. Tous. Ils ont été transférés là-bas le 14. Il y avait eu une petite cérémonie à ce sujet, apparemment, dans le garage de mes parents, ma mère présidant devant les cartons. Elle s'était tenue là et avait déclaré que les meubles devaient aller, je cite, à quelqu'un qui construit un avenir. Et puis Mélissa m'a envoyé une capture d'écran en disant, je suis désolé. J'ai juste pensé que tu devrais le voir avant qu'un inconnu ne te le montre. La publication de Heather, le secrétaire en noyer mis en scène dans la lumière de l'heure dorée dans ce qui avait été mon salon, et la légende avec une petite étincelle après, elle a toujours voulu que je l'aie. Je veux être honnête sur l'enchaînement de ce que j'ai ressenti, car ce n'était pas net. D'abord, de la panique. Le bureau, tout, se trouvait à l'intérieur de leur maison désormais, derrière leur verrou, sous les mains de ma sœur. J'avais perdu la course avant même de savoir que je la courais. Et puis j'ai repris la photographie, de la façon dont je la reprenais chaque soir depuis 2 semaines, et j'ai relu ces 6 mots, ne les arrête pas, laisse-les s'installer d'abord. Et pour la première fois, la phrase a cessé d'être une énigme pour d'un coup devenir ce qu'elle avait toujours été, une carte dessinée par la seule personne qui ait jamais compris ma mère complètement. Elle savait qu'une vérité murmurée meurt dans cette famille. L'année 2009 l'avait prouvé sur son propre corps. Elle savait que si je réclamais le bureau, je ne l'obtiendrais jamais, mon désir de l'avoir en serait la raison même. Elle savait que des preuves entre mes mains, présentées en privé, se transformeraient en « pauvre Samantha », aigrie par le divorce, qui agite des papiers. Ma mère avait passé 30 ans à être le tribunal de cette famille. On ne peut pas gagner un procès dans un tribunal dont le juge possède les lieux. À moins que le procès ne se déroule là où elle ne contrôle rien, devant un jury, invitée elle-même autour de preuves qu'elle a transportées de ses propres mains. Ma grand-mère ne m'avait pas laissé une arme. Elle m'avait laissé un théâtre et la discipline d'attendre la soirée d'ouverture. Ils exposeraient le coffre-fort. Le sentiment de supériorité s'expose toujours. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'être là avec la clé, le jour où ma sœur réclamerait l'héritage de ma grand-mère devant des témoins. J'ai regardé ma liste sur le carnet de commandes. La lettre, rayée. Qui a signé? J'étais assez proche pour le savoir. Et la preuve se trouvait dans un tiroir à 38 minutes au sud, ce qui laissait la dernière ligne, celle que j'avais entourée. Pourquoi maintenant? Parce qu'il allait enfin y avoir une pièce. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'être réinvité dans la famille qui m'avait dit de disparaître. Et comme par hasard, ma mère ne put s'en empêcher. L'emménagement eut lieu le 1er avril. Je n'y étais pas,
mais les rapports de Melissa étaient détaillés, et Heather documentait elle-même la journée en temps réel pour son public. Il y avait un camion de location. Il y avait les amis de Heather de la compagnie pharmaceutique qui portaient des lampes. Et à un moment donné, il y avait le bureau qui remontait l'allée de la maison que j'avais décorée pendant 8 ans, porté par 2 hommes, Jason à un bout, mon père à l'autre. Mon père et mon mari transportant le bureau de ma grand-mère et la vérité verrouillée à l'intérieur par la porte d'entrée et jusque dans le salon. Chaque personne qui m'avait enterré portait la pelle dans sa propre maison ce jour-là et la posait sous la meilleure lumière. Ils l'ont mis dans le salon, a dit Melissa. Heather dit qu'il encre toute la maison. Elle n'en avait aucune idée. 4 jours plus tard, mon téléphone s'est éclairé. Le numéro de ma mère était débloqué à présent, car une femme menant une enquête a besoin que ses lignes soient ouvertes. Le SMS était si parfaitement à son image que je l'ai lu à haute voix dans le studio vide juste pour l'entendre dans l'air, dîner de Pâques dimanche. Viens montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de rancune. Ne rends pas les choses bizarres. C'était bien cela. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas de mémoire apparemment du mot, laissé pour compte. Juste la gestion de l'image de marque arrivant à l'heure prévue. Le portrait de famille avait un trou là où je me tenais autrefois. Et les trous invitent aux questions. Et ma mère n'a jamais de sa vie toléré une question qu'elle n'avait pas écrite elle-même. Elle avait besoin de moi à cette table de la même manière qu'un metteur en scène a besoin d'un accessoire. 8 semaines plus tôt, ce SMS m'aurait coupé en 2. Maintenant, je le lisais de la même manière que Whitfield lisait ses instructions. Puis j'ai tapé 4 mots en réponse, j'apporterai le dessert. June Callaway passait justement derrière moi avec un plateau de fond de tarte quand je l'ai envoyé. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu prépares quelque chose, a-t-elle dit. C'est bien. Ce samedi soir, j'ai préparé les sablés au citron de ma grand-mère. J'ai sorti la fiche de recette de la boîte en métal, son écriture penchée, l'encre brunie, et j'ai préparé une double portion, et j'ai laissé la pâte reposer toute la nuit comme elle me l'avait appris. Certaines choses ont besoin de toute la nuit pour devenir ce qu'elles sont. Je me tenais dans la boulangerie sombre, les mains dans sa recette, et je la sentais à mon épaule, pas doucement. Ma grand-mère n'était pas un fantôme doux. C'était un fantôme patient. Il y avait une faille dans tout cela. Et je veux que vous sachiez que je l'ai vue, car j'ai vécu avec elle chaque nuit de cette semaine-là. Je n'avais jamais regardé à l'intérieur de ce tiroir. Tout ce que j'avais se trouvait autour du tiroir, pas dedans. L'email du secrétariat prouvait qu'une lettre avait existé autrefois dans le Vermont. Le souvenir de Judith prouvait que ma grand-mère avait sorti des papiers de cette poubelle en 2008. Mais 18 ans, c'est long. Et si elle avait tout déplacé? Et si le dossier était allé dans un endroit plus sûr et que le tiroir ne contenait que des crayons et des élastiques? Je me tiendrais dans le salon de ma sœur devant la famille assemblée, tournant une clé sur ma propre crédibilité. À minuit le samedi, j'ai craqué et j'ai appelé l'autre bout du fil, Judith, et je lui ai demandé carrément, est-ce qu'il pourrait être vide? Il y a eu un silence, puis le son de Judith riant doucement dans son thé. Ma chérie, a-t-elle dit, Evelyn Hart ne laissait pas de tiroir vide. Elle les laissait charger. J'ai écrit une phrase sur une note adhésive et je l'ai collée sur mon réfrigérateur. Là où la voix dans ma tête serait obligée de la lire chaque fois qu'elle commencerait à s'agiter, une seule question, rien d'autre. C'était tout le plan pour Pâques et il devait tenir. Pas une accusation. Les accusations sont de l'oxygène pour ma mère. Elle les inspire et devient la victime. Pas de preuves. Des preuves montrées trop tôt sont des preuves réfutées. Une seule question polie pour découvrir exactement à quel point ma mère creuserait sa propre tombe quand elle pensait que personne ne vérifiait le terrain. Dimanche est arrivé avec de la pluie et le sourire de nappe de table de ma mère. J'ai fait les 38 minutes de route avec la boîte de sablé sur le siège passager, là où se trouvait autrefois le parfum, et j'ai répété mon rôle d'invité. Les invités n'accusent pas. Les invités complimentent le rôti. Les invités posent des questions polies sur l'histoire de la famille. La maison de mes parents semblait exactement la même, ce qui n'aurait pas dû me surprendre et l'a fait pourtant. 10 d'entre nous pour le dîner de Pâques. Mes parents, Heather et Jason, arrivant ensemble à présent, ouvertement, sa main dans son dos devant tout le monde. Tante Dana et son mari, Melissa, 2 cousins. Ma mère m'a serré dans ses bras à la porte pour le public, une main me tapotant l'omoplate comme si elle faisait faire un roi à un nourrisson. Vous voyez, a-t-elle annoncé à la pièce.
Une seule famille, comme toujours. Ma vieille chaise, celle sur laquelle je m'étais assise à cette table pendant 30 ans, n'était pas à table. Elle était contre le mur près de la fenêtre, retenant les manteaux. J'ai pris la chaise pliante à côté de Mélissa et je n'ai rien dit. Mon père m'a serré dans ses bras une seconde de trop et m'a lâché comme si cette seconde l'avait brûlé. Nous avons mangé. C'était, en surface, un bon dîner. Et puis, au moment du dessert, mon dessert, ma mère a servi les sablés de ma grand-mère sur sa porcelaine fine sans dire un mot sur leur provenance. Ma mère a pris sa cuillère, l'a fait teinter contre son verre de vin et a porté un toast. Je ne pourrais pas vous citer chaque mot. C'étaient les plus grands succès. À quel point elle était fière de cette famille pour avoir traversé une saison difficile. Comment certaines personnes étaient faites pour s'élever, avec un regard chaleureux vers Heather, et comment la famille avait toujours porté chacun selon ses dons. Et puis, avec un petit sourire mielleux en ma direction, la phrase que j'avais entendue sous une forme ou une autre toute ma vie, prononcée cette fois devant un public, et Samantha n'a jamais voulu grand-chose, et honnêtement, c'est aussi une sorte de don. Les cousins ont souri sur commande. Jason a étudié son assiette, le vieux tour de mon père. La maison le lui apprenait. Heather a mangé un morceau de sablé de ma grand-mère et a dit à personne en particulier que c'était bon. La recette venait-elle d'Internet? J'ai attendu que le toast ait pleinement fait son effet. J'ai laissé ma mère occuper toute la pièce, comme on laisse un témoin finir sa déposition. Puis j'ai posé ma fourchette et, de la voix la plus douce que je possède, j'ai posé mon unique question, tu te souviens du printemps 2008, maman? 9 mots. Le murmure ne s'est pas arrêté. Personne à cette table n'a rien entendu d'autre que des bavardages, sauf ma mère. Son visage a fait quelque chose d'extraordinaire, et je ne l'ai saisi que parce que je l'observais. Tout a cessé de bouger pendant une fraction de seconde, la fourchette, le sourire, les yeux, une image manquante sur la pellicule. Puis l'engrenage a repris, elle a ri d'un léger rire d'hôtesse et a attrapé le vin. Le printemps 2008, a-t-elle dit en versant. Quand tu broyais du noir parce que tu n'avais été reçu nulle part? Nous t'avons soutenu durant tout cela, ma chérie. Toute cette année-là. Elle a secoué la tête avec affection pour la table. Tu remplissais à peine un dossier de candidature. Je disais toujours à ton père, si vouloir suffisait. C'était là, le dimanche de Pâques, devant 9 témoins, ma mère regardait une table remplie de sa famille et disait, reçu nulle part. Tu postulais à peine. Nous t'avons soutenu. Chaque voie de retour était désormais fermée, et elle l'avait fermée elle-même, en souriant. Si jamais une lettre avec un phare faisait surface, il ne pourrait plus s'agir d'une ancienne confusion ou d'un malentendu, elle venait, à l'instant même, devant le jambon de Pâques, d'établir la version officielle. Ma tante Dana regardait ma mère avec une légère ride entre les sourcils. Dana avait saisi l'image manquante elle aussi. Et Dana est le genre de femme qui classe les choses. Tu as raison, ai-je dit agréablement. C'était une année difficile. Et j'ai fait passer les sablés. La révélation était là, dans ma poitrine, poussant fort. 18 ans de silence. Vous n'avez pas idée de ce qu'il en coûte de détenir une vérité chargée, de sourire et de faire passer les biscuits. Mais un murmure, ils peuvent l'enterrer. Une pièce entière, ils ne le peuvent pas. Ce n'était pas encore la pièce. Pas encore. Et puis Heather, douce, inconsciente, pile à l'heure, a construit la pièce pour moi. Elle a fait teinter son verre avec un ongle. Voix d'annonce, elle et Jason organisaient une pendaison de crémaillère le samedi 18. Tout le monde devait venir. Toute la famille, des voisins, ses parents. La maison était enfin prête à être montrée. Et après la fête, nous refaisons le salon, a-t-elle ajouté à l'adresse de ma mère en passant, de la façon dont les gens vous tendent un fil électrique dénudé en passant. Je vais enfin appeler un serrurier pour ce tiroir idiot du bureau de grand-mère. Il est probablement plein de vieux papiers moisis. Il fait du bruit. La table a ri. Mon cœur a battu 3 fois dans l'espace d'une seule seconde. Un serrurier après la fête, ce qui signifiait que le tiroir s'ouvrirait d'une manière ou d'une autre. La seule question qui restait sur terre était de savoir quelle main le ferait et devant qui. Si un serrurier l'ouvrait un mardi calme, tout ce qu'il contenait passerait d'abord par les mains de ma mère. La vérité y survivrait à peu près le temps d'allumer un barbecue. 13 jours. Ma grand-mère avait attendu 18 ans, et tout allait se jouer en 13 jours. Une pendaison de crémaillère,
ai-je dit, et j'ai entendu ma propre voix sortir chaleureuse et facile. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Ma mère m'a regardé depuis le bout de la table et, pendant une seconde, quelque chose de vieux et de froid comme un reptile s'est tapi derrière ses yeux, un capteur s'activant sur une fréquence qu'elle ne pouvait nommer. Puis Heather a dit quelque chose au sujet d'un plateau de fromage, et le moment s'est replié dans la fête. Mon père m'a raccompagné à ma voiture. Cela ne s'était jamais produit une seule fois dans ma vie d'adulte. Il s'est tenu près de la portière du conducteur sous la lumière du Porsche, les mains dans les poches de sa veste, et il a regardé le gravier, et j'ai regardé mon père essayer de dire quelque chose pendant ce qui m'a semblé être une minute entière. Sa bouche s'est réellement ouverte. Sa main s'est posée sur le toit de ma voiture et j'ai pensé, ça y est. Quoi qu'il ait porté en lui, ça arrive. Roule prudemment, a-t-il dit. Sa main a glissé du toit. Il est retourné à l'intérieur, dans la lumière et les rires. Et je me suis assise dans ma voiture dans l'obscurité, les mains sur le volant. Ils pensaient tous que c'était fini. Derrière moi, dans cette fenêtre lumineuse, les vainqueurs se servaient un autre verre. Sur de l'histoire, sur des meubles, sur de moi, la laissée pour compte, venue s'incliner, faisant passer les biscuits. Laisse-les être sûrs. Être sous-estimé avait été la tragédie de toute ma vie. Pendant 13 jours encore, cela allait être le plan. Avant de vous emmener dans cette maison une dernière fois, je veux savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires dès maintenant, avant la fête. À votre avis, qu'est-ce que ma grand-mère a gardé verrouillé dans ce tiroir pendant 18 ans? Je lis absolument chaque supposition. Et je vous le dis, presque personne ne devine tout à fait juste. 13 jours. Si le serrurier était venu en premier, tout ce que ma grand-mère avait construit aurait été ouvert par les mauvaises mains. Cela ne s'est pas produit. Ce qui s'est passé à la place, je me le rejouerai pour le reste de ma vie. Le 18 avril était l'un de ces samedis de printemps lumineux et froids qui donnent l'impression que tout vient d'être repeint. Je me suis garé à un pâté de maison de la demeure qui avait été la mienne et je suis resté assise un moment à faire des calculs sur les battements de mon propre cœur. Dans mon sac, la photographie, l'impression de l'email du secrétariat et le trousseau de clés de ma grand-mère. Sur le siège passager, une boîte blanche de sablé au citron ficelé de fil de boulanger. Une seule question m'avait porté jusqu'à Pâques. Le plan pour aujourd'hui était presque aussi court, laisse-les le réclamer. Puis pose des questions sur le tiroir. Puis arrête de les protéger. 25 personnes. Des voisins. J'ai reconnu les collègues de Heather. Ma tante Dana et Mélissa, deux de mes cousins, Judith Palmer invitées. Évidemment, ma mère serait morte plutôt que de laisser la plus ancienne amie de sa mère apprendre de seconde main à quel point la famille s'en sortait magnifiquement. Et les parents de Jason, Glenn et Paula Whitmore, debout près de la cheminée avec des verres qu'ils ne buvaient pas. Jason a ouvert la porte. Il m'a regardé, puis a regardé la boîte blanche et, pendant un moment, 8 ans de mariage sont passés entre nous sans trouver où se poser. Sam, a-t-il dit, tu es venu. J'ai été invité, ai-je dit, et je lui ai tendu la boîte avant de le dépasser pour entrer dans mon ancien couloir. Ils avaient repeint. Le mur le long de l'escalier, là où nos photos de mariage étaient suspendues, était à présent d'un gris galerie très doux, orné de nouveaux cadres, Heather à la plage, Heather et Jason dans un domaine viticole, le diplôme de Heather. Je me suis tenu devant ce mur. De la peinture fraîche sur 8 ans de trous de clous. Si on ne savait pas où regarder, on n'aurait jamais deviné que quelque chose avait été suspendu là. C'était toute la méthode familiale, juste là sur le mur, en finition satinée. Ma mère s'est matérialisée à mes côtés avec un verre de vin blanc que je n'avais pas demandé. Tu te sombres très mûr face à tout cela, a-t-elle dit sur le ton qu'elle réservait aux compliments qui étaient aussi des consignes. Tout le monde le remarque. Je suis sûr que oui, ai-je dit, et j'ai souri en entrant dans le salon. Et il était là. Ils avaient donné au bureau le meilleur mur de la maison. La lampe posée dessus était neuve, orientée comme un spot de musée, et le noyer brillait en dessous comme il avait brillé dans la pièce de devant de ma grand-mère chaque dimanche de ma vie. Le tiroir inférieur droit, avec sa petite plaque de laiton brillante, trônait tranquillement au milieu de la fête comme un engin non explosé que seules 2 femmes dans l'histoire avaient jamais su être armées. Et l'une d'elles était partie, et l'autre tenait un verre de vin dont elle ne voulait pas, à 30 centimètres de là. J'ai posé ma main à plat sur le dessus, juste une seconde. Bonjour, n'ai-je pas dit. La fête a fait ce que font les fêtes.
J'ai bavardé avec une voisine au sujet du levain. J'ai observé Judith à l'autre bout de la pièce et Judith m'a observé, et ni l'une ni l'autre ne s'est approché de l'autre. Puis, passé 16 heures, quand le vin a fait son deuxième tour et que la pièce était au plus fort de son affluence, Heather a fait teinter son verre. Tout le monde, vous devez voir la pièce maîtresse. La foule s'est rassemblée lâchement vers le bureau. Heather se tenait à côté, sa paume à plat sur le bois, les doigts écartés, de la façon dont on poserait la main sur un acte de propriété. Alors ça, a-t-elle dit, c'est le bureau d'écriture de ma grand-mère. C'est ce que je voulais le plus, honnêtement. Nous étions si proches. Elle a caressé le bois. J'étais sa préférée. Elle a toujours voulu que je l'aie. J'ai senti plus que je n'ai vu Judith se figer près de la fenêtre. Ma mère s'est approchée d'elle, radieuse, et a posé son verre sur le dessus. Maman aimait que les choses aillent là où elles font le plus de bien, a-t-elle dit, aussi chaleureuse qu'une bénédiction adressée à la pièce entière. Des verres se sont levés. Quelqu'un a dit, à la vôtre. Il l'avait réclamé publiquement, formellement, devant 25 personnes. La préférée. Elle a toujours voulu que je l'aie. Chaque mot consigné au procès-verbal. J'ai laissé le toast se terminer. J'ai laissé les verres redescendre complètement. Et puis j'ai posé ma question, d'exactement la même voix que celle que j'avais répétée dans la voiture. Une voix d'invité, légère et curieuse. Est-ce qu'elle t'a jamais dit ce qu'il y avait dans le tiroir verrouillé? Heather a ri. C'est sorti facilement. Elle ne soupçonnait rien parce que de toute sa vie, rien n'était jamais venu la chercher. Personne ne le sait. La clé est perdue depuis avant ma naissance. Elle a secoué le tiroir d'un doigt, le même geste qu'à Thanksgiving 2019, le geste identique, et j'ai senti le temps se replier. Le serrurier vient mardi. Ce n'est probablement que des élastiques. Elle n'est pas perdue, ai-je dit. 4 mots, pas fort. La température de la pièce a changé malgré tout. Les conversations aux extrémités se sont éteintes au milieu d'une phrase. J'ai sorti le trousseau de clés de ma grand-mère de mon sac et les brandis, et la petite clé en laiton a tourné lentement au bout, captant la lumière de musée. Ma maman a réagi vite, je dois lui accorder cela. Elle avait survécu grâce à ses réflexes pendant des décennies. Elle a posé son vin, s'est dirigée vers moi et a baissé la voix dans son registre le plus bas, celui qui était censé paraître privé tout en portant dans chaque recoin, Samantha. Une pause, un avertissement. Ne fais pas ça. Et un peu de dignité. Un peu de dignité. La même lame tendue une seconde fois devant un public plus large. 2 mois auparavant, elle m'avait coupé en deux à une table de dîner. Maintenant, je la regardais avec quelque chose de proche de la gratitude, parce qu'elle venait de m'offrir en public le cadre parfait. Tu m'as invité pour montrer qu'il n'y avait pas de rancune, ai-je dit à un volume normal, parfaitement poli. Il n'y a pas de rancune. Je restitue la clé de grand-mère au bureau de grand-mère. Silence. Et dans ce silence est venue la voix de ma tante Dana depuis le fond, sèche comme un coup de trick, la voix d'une femme qui classait les choses depuis Pâques, eh bien, ouvre-le, a d'un coup dit Dana. Le silence a été instantané dans la pièce. 25 personnes avaient cessé de faire semblant de parler. Heather a regardé ma mère, le réflexe d'une vie, consultant le tableau d'affichage des scores. Et pour la première fois de ses 33 ans, le tableau n'avait rien pour elle. Je me suis accroupi devant le tiroir inférieur droit. La petite clé est entrée dans la petite serrure de laiton comme si elle rentrait chez elle. Un tour, un clic doux et bien huilé. Le tiroir a glissé sans un bruit, sans un grincement, sans coincer. 18 enfermés, et il glissait comme s'il avait été entretenu hier. Et puis j'ai compris, agenouillé là devant tout le monde, que c'était le cas. Les glissières étaient cirées. Ma grand-mère, à un moment donné au cours de ces derniers mois, avait ciré les glissières d'un tiroir qu'elle n'ouvrait jamais en public, afin que le jour où il s'exprimerait enfin, il ne se racle même pas la gorge. J'ai dû fermer les yeux une seconde. Même maintenant, même ici, elle avait pensé au son. À l'intérieur se trouvait un dossier, épais, carré, attaché avec la même ficelle de boulanger qu'elle utilisait pour les boîtes du dimanche. Sur le dessus du dossier, posée seule, se trouvait une enveloppe, et même depuis la hauteur des yeux des personnes debout, tout le monde près du bureau pouvait voir l'emblème dans le coin, un phare à l'intérieur d'une couronne de laurier. Je ne l'ai pas touché en premier. J'ai reculé d'un demi-pas. Tante Dana, ai-je dit, tu veux bien?
Dana s'est avancée, la sœur de mon père, sans parti pris dans le conflit de ma mère, ses lunettes de lecture déjà sorties, elle a pris l'enveloppe, en a glissé la lettre à l'intérieur et a lu l'entête à haute voix pour la pièce, de sa voix plate et sensée, l'Institut culinaire Lakeview. Une pause. Bureau des admissions, mai 2008. Ses yeux ont descendu la page et se sont arrêtés. Elle a levé les yeux, et elle ne me regardait pas. Elle regardait ma mère. C'est adressé à Samantha Rose. C'est une attribution de bourse, scolarité complète. La pièce s'est tournée vers ma mère comme un champ se tourne vers le vent. Et ma mère, je veux que vous la regardiez travailler une dernière fois, car elle était brillante. Ma mère a soupiré, un soupir fatigué, affectueux, accablé. Elle a joint les mains. C'est de l'histoire ancienne, a-t-elle dit doucement. Nous n'aurions pas pu assumer le reste, le logement, le transport, une enfant seule dans le Vermont. Je l'ai protégée. Cela m'a brisé le cœur. Mais quelqu'un devait se comporter en adulte. Raisonnable, chaleureuse, même. Aux confins de la pièce, je sentais que cela fonctionnait presque. Les voisins, les collègues de travail, des gens élevés dans la croyance qu'il faut croire les mères. J'ai sorti l'email du secrétariat de mon sac, je l'ai déplié et je l'ai posé sur le bureau à côté de la lettre, face à Dana. Les dossiers de l'école, ai-je dit, du mois dernier. Ils confirment l'attribution. J'ai laissé passer un battement. Il confirme également qu'un désistement écrit a été reçu de la candidate en juin 2008. J'ai regardé ma mère. Je ne me suis jamais désisté de rien. Il n'existe aucune version de cet été-là où j'ai écrit cette lettre. Le mot « désistement » a circulé dans la pièce dans un murmure. Les mains de ma mère se sont serrées l'une contre l'autre. Alors elle a changé d'avis et l'a oublié, a dit ma mère. Et pour la première fois de mes 36 ans, je l'ai entendu. La couture, la minuscule déchirure dans la tapisserie de sa voix. Elle avait 18 ans. Elle avait peur. Elle. Alors pourquoi la signature est-elle travaillée? Je n'avais pas prévu que la question ait cette portée. Elle est sortie doucement et elle est tombée dans la pièce comme une pierre dans un puits. Sous la lettre d'attribution, dans le dossier, se trouvait une unique feuille de papier libre. Du papier ligné assoupli aux pliures. Je l'ai sorti et je l'ai posé sur le bureau sous la lampe, et Dana s'est penchée, et derrière elle, les invités les plus proches se sont penchés à leur tour, et j'ai regardé la compréhension se propager à travers eux, rangée par rangée, comme de l'eau froide. Mon nom, Samantha Rose, écrit 11 fois le long de la page. Rayé, ajusté, le S développant sa boucle, le R se stabilisant dans sa forme définitive. 11 répétitions de ma signature au stylo à billes bleues, de cette écriture que chaque personne de cette famille avait vue sur 30 ans de cartes d'anniversaire, d'autorisation parentale et d'étiquettes de plats de rôti. L'écriture de ma mère s'exerçant à être moi. Le silence qui a suivi pesait sur les oreilles. Le regard de quelqu'un a glissé sur un verre et le bruit a semblé être un coup de feu. Et dans ce silence, venant du côté de la bibliothèque, a résonné un son que je n'avais jamais entendu de ma vie. Un bruit sourd, blessé, une ébauche de mots qui n'est pas parvenu à sortir. Je me suis retourné. Mon père avait sa main sur sa bouche. Il fixait le papier ligné, et son visage avait pris la couleur de la craie. Et j'ai réalisé, en le consignant dans ma mémoire pour le comprendre plus tard, que quel que soit ce que mon père avait su, il n'avait jamais vu cette page. Il avait transporté la lettre finie. Il n'avait jamais assisté à sa fabrication. Ma mère a pivoté. Les animaux acculés se dirigent vers la plus ancienne issue, et sa plus ancienne issue fonctionnait depuis 17 ans. Maman était confuse, a-t-elle dit plus fort à présent, s'adressant à la pièce, en campagne. Vous vous souvenez tous qu'elle collectionnait les choses. Elle inventait des histoires. Nous avons dû gérer cela pendant des années. Tout le monde sait qu'elle n'était pas, Suzanne. Un seul mot, venu de l'embrasure de la cuisine. Judith Palmer est entrée dans le salon, et 74 ans de respectabilité de dîner du dimanche entraient avec elle, et la foule s'est écartée. Je l'ai vu sortir ses papiers de tes poubelles, a dit Judith d'une voix égale, tranquille, absolument sans merci. Juin 2008. À travers la fenêtre de ta cuisine, j'ai entendu ce que tu lui as dit alors qu'elle se tenait à ton comptoir. Elle a laissé cela planer. Ta mère n'a jamais été confuse un seul jour de sa vie, et tu le sais, parce que les femmes confuses n'ont pas besoin de 17 ans de surveillance. Le dossier était encore à moitié plein.
J'ai sorti les éléments suivants parce que mes mains avaient besoin d'une tâche. Un livret d'épargne d'enfant usé par le temps et un petit mot sur papier crème fixé par un trombone sur sa couverture, nous te rembourserons, maman. 1900 $. 2005. L'écriture sur ce mot et l'écriture s'exerçant à faire ma signature reposaient à 20 cm l'une de l'autre sur le bureau, à 3 ans d'intervalle dans leur fabrication, identiques dans leur structure. Toute possibilité de défense pour faux mourait là, dans l'espace séparant deux pièces à conviction, car Evelyn Hart n'aurait pas pu fabriquer l'écriture de ma mère sur 2 décennies différentes. Et sous le livret d'épargne, remplissant le fond du tiroir, des lettres, tout un paquet de lettres liées par de la ficelle, chaque enveloppe datée de l'écriture droite de ma grand-mère, 2008, 2009, 2014, 2017. Des années de correspondance. Elle n'avait pas gardé des preuves, elle avait tenu un registre. Dana a délié le paquet. Je ne le pouvais pas. Mes mains avaient fini par trembler, et l'enveloppe sur le dessus portait la mention « Septembre 2014 ». Et Dana l'a ouverte et l'a lue d'abord pour elle-même. J'ai vu le visage de ma tante changer. Puis elle a levé les yeux et elle a regardé Heather. Heather est venue me voir aujourd'hui, a lu Dana à haute voix, lentement. Elle a 21 ans. Elle m'a dit qu'elle connaissait l'existence de la lettre du Vermont depuis ses 15 ans. Elle a entendu ses parents à travers la cloison l'été où cela s'est produit. Elle a pleuré et m'a demandé si elle était une mauvaise personne de n'avoir jamais rien dit. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, pas encore. Tous les regards dans cette pièce se sont portés sur ma sœur. Et ma sœur, qui avait réclamé le bureau 20 minutes plus tôt, qui avait pleuré le plus fort aux funérailles, qui avait souri à la table du dîner le soir où j'avais été condamné. Ma sœur s'est effondrée exactement de la façon dont s'effondre une personne quand la pièce cesse de réajuster la réalité pour elle pour la première fois de sa vie. C'était déjà fait. Sa voix a déraillé dans les aigus, j'avais 15 ans. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Revenir en arrière? Ce n'était pas ma. Vous ne pouvez pas me mettre ça sur le dos. Et puis, parce que le sentiment de supériorité est un réflexe et que les réflexes s'activent sous pression, elle s'est saisie de la seule chose solide qui lui restait au monde pour s'y accrocher, et cela ne change rien. Vous m'entendez tous? Le bureau est toujours à moi. Le bureau est toujours à moi. Devant le tiroir ouvert, devant les lettres, c'était la plaidoirie finale de ma sœur. Les meubles. Jason a fait un pas en arrière pour s'éloigner d'elle. Un seul. Je ne pense pas qu'il l'ait décidé. Son corps a simplement exécuté son verdict devant témoin, et Heather a senti l'air bouger et a regardé l'espace où il se tenait, et quelque chose sur son visage a enfin, véritablement, enregistré la dimension de ce qui se passait. Et puis ma maman a cessé de se défendre. C'est la chose que je n'avais pas prédite. Que lorsque chaque porte échouerait, elle ne supplierait pas. Elle s'est redressée au milieu de sa débâcle, et le masque n'a pas glissé, il a été déposé délibérément, de la façon dont on pose un outil qui a fini son travail. Ce qui se trouvait en dessous était calme. Cela avait toujours été calme là-dessous. Quelqu'un devait décider laquelle de vous méritez qu'on investisse sur elle, a dit ma mère clairement à toute la pièce, de la voix qu'elle utilisait pour les choses réglées. J'ai pris les décisions de la famille parce que personne d'autre ne voulait les prendre. J'ai mis les choses là où elles font le plus de bien. Je le referai. C'était cela. Pas de larmes cette fois. Pas de tasse de thé tremblante. 30 ans d'explications douces et, en dessous, ceci, une femme expliquant à une pièce remplie de ses proches et de ses voisins que ses filles avaient été un portefeuille d'investissement et que l'une d'entre nous avait été la perte qu'elle avait amortie. Personne ne lui a répondu. Ce qui s'est produit à la place a été plus silencieux qu'une réponse. Paula Whitmore a posé son verre sur la cheminée. Le tintement a été le bruit le plus fort de la maison. Puis la mère de Jason a pris le père de Jason par le bras, et tous deux sont sortis de la pendaison de crémaillère de leur fils sans un mot, et la porte d'entrée s'est refermée derrière eux dans un bruit doux et définitif. Quelque part dans la cuisine, la personne la plus proche du haut-parleur a éteint la musique, et personne ne l'a remise. Il restait une enveloppe dans le tiroir, plus récente que les autres. Datée du 16 novembre 2025, 7 semaines avant sa mort. Mon nom sur le devant. La pièce m'a regardé l'ouvrir. Son écriture à l'intérieur était plus fine que celle des lettres de 2008, mais parfaitement assurée, et elle s'étendait sur 3 pages, et je ne les ai pas lues toutes à haute voix. La majeure partie m'était destinée. Mais vers la fin,
Il y avait un passage qu'elle avait souligné une fois avec une règle, la ligne était parfaitement droite. Elle pensait à tout. Et cette partie, je l'ai lue pour la pièce, car elle s'adressait à d'autres que moi, je te l'ai dit une fois en 2009 et la pièce n'était pas prête. Alors je t'ai construit une pièce. Ils t'ont dit toute ta vie d'être réaliste. Ma chérie, tu étais la seule chose réelle dans cette maison. J'ai entendu quelqu'un derrière moi commencer à pleurer. Ce n'était pas Heather. Dana a rassemblé les papiers, la lettre, l'impression, la page lignée, le livret d'épargne, le paquet, les a alignés doucement sur le bureau, a rattaché la ficelle et a déposé le dossier complet entre mes mains comme une restitution de territoire. Mélissa est venue se tenir à mon épaule. Le bras de Judith s'est glissé sous le mien. Aux limites de la pièce, les gens trouvaient leur manteau avec le silence particulier d'une assemblée quittant une cérémonie funéraire, et ma mère se tenait au milieu de sa deuxième cuisine effondrée en 18 ans. Et cette fois, il n'y avait pas de vitre entre les témoins et elle. J'avais préparé des mots pour ce moment dans la voiture, dans l'obscurité, pendant 2 semaines, de longs discours certains soirs. En fin de compte, je n'en ai utilisé presque aucun. Je prends les lettres, ai-je dit à ma mère. Tu peux garder l'histoire qu'il te reste. J'ai pris la boîte blanche de sablé sur la table basse où Jason l'avait posée, intacte, et je l'ai placée sur le bureau à côté du tiroir ouvert. La pièce pouvait garder cela aussi. Ma grand-mère voudrait que l'endroit sente son odeur. Puis je suis sorti de la maison qui avait été la mienne, passant devant le mur de nouveaux cadres, pour rejoindre la soirée froide et lumineuse, et je suis rentré chez moi avec 18 ans d'histoire sur le siège passager. Le silence a changé de sens cette semaine-là. C'est la chose que personne ne vous dit sur ces histoires. Pendant 2 mois, le silence avait été le mien, m'ayant été assigné comme une pièce. Désormais, mon téléphone s'est éclairé toute la semaine, la famille cherchant à joindre un calme qui avait changé de propriétaire. Ma mère a laissé 2 messages vocaux. Je veux être précise à leur sujet, car ils sont le portrait le plus fidèle que je puisse vous donner d'elle. Il n'y avait d'excuses dans aucun d'eux. Il n'y avait aucune mention d'une lettre, d'une signature, d'un tiroir. Le premier disait que j'avais humilié cette famille devant les voisins. Le second, plus long, est arrivé à minuit 3 jours plus tard et s'est terminé par la phrase qu'elle avait manifestement construite tout l'appel pour livrer, « Elle t'a empoisonné contre moi. » Elle a passé sa vie entière à t'empoisonner contre moi. Même alors, même après la scène publique, l'histoire ne pouvait pas être abandonnée, seulement déplacée. J'ai sauvegardé les messages et n'ai répondu à aucun. Et je n'ai presque rien ressenti en écoutant le second, ce qui m'a effrayé pendant un jour jusqu'à ce que je comprenne que ce « rien » était le bruit d'une porte derrière laquelle je ne vivais plus. Dana est venue à Chestnut Ridge le dimanche suivant et m'a apporté les albums photos de ma grand-mère, tous, libérés sans discussion. Nous avons bu du café dans la boulangerie après la fermeture, et elle m'a raconté ce qu'avait été la semaine. La conversation de groupe de la famille était devenue muette. 2 cousins l'avaient appelée, voulant parler de choses dont ils se souvenaient soudainement de leur enfance. Heather et Jason ont tenu 3 semaines de plus. Je ne vais pas me livrer à de la jubilation devant vous, mais j'ai compris instantanément, toute leur histoire s'était construite sur le mythe familial, la sœur brillante, l'épouse de rechange, et le mythe était mort. Et aucun d'eux ne pouvait survivre au fait d'être regardé avec exactitude par l'autre. Il avait quitté une femme qu'il croyait inférieure, il vivait à présent avec celle qui le savait depuis ses 15 ans. Mélissa m'a dit que Jason était retourné vivre chez ses parents à la fin du mois d'avril. Glenn et Paula, m'a-t-on dit, ont dit très peu de choses à ce sujet. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Ils avaient déjà voté avec un verre sur une cheminée. Le 26 avril, une camionnette de livraison s'est arrêtée devant la boulangerie Marigold et 2 hommes enveloppés dans des couvertures de déménagement ont transporté le bureau en noyer par ma porte d'entrée. Il y avait un mot scotché sur le dessus, de l'écriture de Jason, que j'aurais reconnu entre mille, une seule ligne, il n'a jamais été à moi non plus. Je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois, debout dans l'entrée, de la farine sur les mains. C'était, je pense, la seule phrase pleinement honnête qu'il m'ait dite en un an, et elle ne changeait rien, et elle n'avait pas besoin de le faire. Je n'ai pas répondu. Il y a des portes qu'on ne claque pas, on choisit simplement de ne plus jamais les franchir. Le bureau a trouvé sa place dans le coin arrière de la boulangerie près de la fenêtre, comme si le coin avait été mesuré pour lui des années à l'avance. Peut-être qu'il l'avait été. J'ai arrêté de supposer que je sais quelle partie de ma vie elle n'avait pas planifiée. Et puis,
un mardi matin au début de mai, mon père est venu à la boulangerie. J'ai levé les yeux de la caisse et il était là, de l'autre côté du comptoir de pâtisserie, tournant sa casquette entre ses mains comme un homme beaucoup plus âgé. Il a regardé la vitrine, l'ardoise portant mon écriture et tout ce qu'il y avait dans la pièce, sauf moi. Je ne l'ai jamais lu, a-t-il dit enfin doucement à l'adresse des muffins. La lettre, ce mois de juin-là. Il a avalé sa salive. Ta mère m'a tendu une enveloppe et m'a dit qu'elle devait partir, et j'ai vu le nom de l'école dessus et Ses mains ont cessé de tourner sa casquette. Je l'ai juste postée. Je me suis dit que si je ne la lisais pas, ce n'était pas de ma faute. 18 ans, et c'était là. Pas une confession exactement, un inventaire. C'est la partie avec laquelle je ne peux pas vivre, papa, ai-je dit, sans cruauté. C'est sorti de la façon dont sortent les choses vraies quand on a cessé d'avoir besoin qu'elles blessent qui que ce soit. Pas que tu aies tout su, mais que tu te sois assuré de ne rien savoir. Elle a décidé, et toi, tu as conduit. Il a hoché la tête en direction des muffins. Il n'a pas argumenté. Mon père n'a jamais argumenté une seule fois. C'était là tout le problème, posé bout à bout tout au long de ma vie. Je lui ai versé une tasse de café et l'ai posé sur le comptoir, et je ne lui ai rien promis, et je ne l'ai pas puni non plus. Les dimanches sont pour les recettes de grand-mère, lui ai-je dit. Si tu veux un jour en apprendre une, appelle d'abord. Il a levé les yeux vers moi à ce moment-là, enfin, ses yeux étaient humides et vieux, il a hoché la tête et il a laissé le café là où il était. Il est resté sur mon comptoir à refroidir pendant 1 heure, et j'ai pensé à cette tasse intacte plus qu'à presque tout le reste dans cette histoire. La porte est ouverte d'exactement cette largeur. Il faut la franchir. J'ai fini de porter les gens par-dessus les seuils. Quant au tiroir, je le laisse déverrouiller désormais. Le 3 mai, un dimanche, une nouvelle ligne est apparue sur l'ardoise de la boulangerie Marigold sous les scones, de mon écriture, les sablés au citron d'Evelyne, le dimanche uniquement. June a goûté la première fournée officielle, a fermé les yeux et a dit, eh bien, la voilà. Les clients habituels posent parfois des questions sur le nom, et sur ce magnifique vieux bureau dans le coin où je fais les comptes, et je leur dis la vérité dans sa forme la plus simple, il appartenait à ma grand-mère, et il vient de rentrer à la maison. La photographie, celle que j'ai prise à 18 ans sans savoir ce que je visais, repose à l'intérieur du tiroir ouvert là où se trouvait autrefois le dossier. Plus rien dans ce tiroir n'est caché. C'était tout le but de l'histoire. Certains dimanches matins, avant d'allumer les fours, je m'assieds à son bureau et je recopie des recettes sur des fiches neuves de ma propre écriture, et je les classe dans la boîte en métal à côté des siennes. Ses lettres penchées et les miennes, 2 mains dans un même fichier d'archives. Et j'ai fait ma paix avec les calculs de tout cela. J'avais l'habitude de croire que j'étais une femme qui avait échoué à l'heure prévue, pas reçue, pas partie, incapable de garder son mari, sans importance. Maintenant, je sais que je n'ai jamais échoué. On ne m'a tout simplement jamais laissé commencer. Ils ont volé la lettre. Et malgré cela, sans bourse, sans phare et sans permission, mes mains m'ont mené ici de toute façon, vers ce plan de travail, ce four et cette pièce qui sent sa cuisine. Ils ont volé la lettre. Ils n'ont jamais réussi à voler mes mains. Si vous avez déjà été celle à qui sa famille disait d'être réaliste, celle dont les rêves n'étaient que l'erreur d'arrondi de quelqu'un d'autre, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Quelqu'un là-dessous a besoin de la lire ce soir plus que vous n'avez besoin de l'écrire. Et si cette histoire vous a trouvé au bon moment, vous abonnez et de la suivante à vous trouver également. Ma mère a passé 30 ans à me dire d'être réaliste. Très bien. Réalistement, la lettre est arrivée. La jeune fille a été choisie. La preuve a survécu 18 ans dans un tiroir verrouillé parce qu'une femme a refusé de croire la boîte aux lettres plutôt que ses propres yeux. Et le bureau est exactement là où grand-mère a toujours voulu qu'il soit, avec quelqu'un qui construit un avenir.